On est désolé pour je dis pas ce léger retard, parce que c'est quand même presque une demi-heure, mais bon, on a commencé notre précédente audition également avec du retard. Donc merci d'avoir répondu à présent à notre invitation sur cette commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Et donc nous sommes très, très heureux de pouvoir échanger avec vous, donc avec M. Guillaume Larocque, qui est président de Total Énergie Marketing France. Vous avez fait une carrière de près de 30 ans au sein du groupe Total Énergie, dans lequel vous avez eu des responsabilités dans plusieurs zones du monde, en Asie, en Afrique, en Australie ou encore en Allemagne. Et plus récemment, vous avez été directeur du réseau et des cartes pétrolières. Et depuis un peu plus de 3 ans, vous êtes à la tête de Total Énergie Marketing France et directeur de Total Énergie Marketing pour l'Europe. Monsieur François Yos, qui est donc directeur des certificats d'énergie de Total Énergie. Vous avez, vous aussi, fait une carrière au sein du groupe Total Énergie, légèrement plus courte, un peu moins de 20 ans néanmoins. Vous avez dirigé la filiale du groupe en charge de la zone Grèce, Bulgarie, Albanie, Chypre, Malte et Caucase. Ensuite, vous avez été notamment responsable d'une filiale de Total spécialisée dans les services premium. Puis, vous avez eu des responsabilités dans plusieurs régions, en Amérique du Sud, aux Antilles ou encore en Afrique. Et depuis un peu plus d'1 an et demi, vous êtes directeur des certificats d'économie d'énergie, où vous couvrez les obligations qui s'imposent à Total à travers les C2E. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de présenter votre groupe, Total Énergie, première entreprise française et acteur mondial de la production et de la fourniture d'énergie, pétrole et gaz naturel évidemment, mais vous cherchez dorénavant à vous diversifier, biocarburants, énergie renouvelable, électricité et efficacité énergétique. Et c'est avec cette variété d'activités que nous avons voulu vous entendre dans le cadre de notre commission, au-delà de votre rôle historique de pétrolier. En tant que fournisseur d'énergie, vous devez promouvoir l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'énergie, notamment les particuliers, ce qui implique des économies d'énergie, calculées en kWh Cumac, contraction de cumuler et actualiser. Il s'agit donc d'inciter vos clients à effectuer des actions qui contribueront à réduire la consommation énergétique de la France. Cette incitation passe notamment par les C2E via l'octroi de primes énergie pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique qui sont éligibles au dispositif, comme des travaux d'isolation ou de nouveaux équipements de chauffage. Vous pourrez d'ailleurs revenir sur l'ensemble des activités de Total Énergie qui sont liées à la rénovation énergétique des logements, puisque c'est vraiment le cœur même de notre commission d'enquête. Quel regard portez-vous sur les objectifs et les moyens de la rénovation énergétique des logements en France? Comment, à cet égard, Total Énergie entend relever le défi de la massification et de l'accélération des rénovations de logements? Pouvez-vous dresser le bilan de vos obligations, notamment en termes de C2E? Ce dispositif qui s'impose aux fournisseurs d'énergie est-il, selon vous, suffisant pour promouvoir l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'énergie, surtout tels que les particuliers? Quelle place occupe Total Énergie dans le financement des C2E? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils plus globalement favoriser la montée en puissance des rénovations de logements? Jugez-vous les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des logements pertinents et efficaces? Et si tel n'était pas le cas, ou en tout cas pas suffisamment, quelle évolution estimez-vous nécessaire? Voilà déjà un grand nombre de questions auxquelles je vais vous laisser le soin à l'un et à l'autre de répondre. Il m'appartient de vous dire que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera bien évidemment publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal,
qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. C'est la raison pour laquelle je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Eh bien, je vous remercie, je vous laisse la parole, et ensuite, monsieur le rapporteur et nos collègues qui assistent également à l'audition et qui sont membres de cette commission d'enquête pourront bien évidemment vous poser des questions complémentaires. Voilà, peut-être monsieur le président de Total Energy Marketing France. Merci Madame la Présidente et bonjour. Monsieur le rapporteur, bonjour. Messieurs les sénateurs, bonjour également. Merci pour ce rappel exhaustif à la fois du parcours de Total Energy et des nôtres personnels. Effectivement, comme vous l'avez mentionné dès le début dans votre propos, donc Total Energy est devenu un acteur majeur de la transition énergétique en mai 2021, avec une décision d'ailleurs de changer le nom de la compagnie qui est devenue Total Energy. Et l'ambition est également de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d'électricité solaire et renouvelable en 2030. À cet effet, un programme d'investissement de 60 milliards d'ici à 2030 est prévu par Total Energy, qui permettra d'atteindre une capacité de production de 100 gigawatts, ce qui fera donc de Total Energy l'un des 5 grands acteurs mondiaux de la production d'électricité renouvelable. C'est aussi le fait de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, l'essor de nouvelles énergies bas carbone d'autres ordres, en particulier les biocarburants, le biogaz, l'hydrogène, les e-fuels, qui est la combinaison d'hydrogène et de CO2. C'est aussi pour arriver au e-fuel, en particulier la capture de CO2, d'origine industrielle dans un premier temps, puis d'origine biogénique, afin à la fois de le stocker et de l'utiliser, par exemple, dans les fuels synthétiques tels que le e-fuel. Ce faisant, le mix de vente, le mix de l'énergie vendue par la compagnie va changer significativement au cours du temps. En 2030, Total Energy vendra à peu près 50% de l'énergie qu'elle vendra sera du gaz naturel, 30% des produits pétroliers. Les produits pétroliers ont donc significativement réduit, 15% d'électricité renouvelable et 5% de molécules décarbonées qui sont les e-fuels et les biocarburants dont je vous parlais tout à l'heure. En 2050, avec l'objectif pour Total Energy d'atteindre la neutralité carbone en Europe, y compris pour la commercialisation des produits auprès des clients. 50% de ces ventes seront au travers d'une électricité renouvelable, 25% par les molécules décarbonées et 25% de pétrole, gaz, GNL dans le reste du monde. Donc on voit qu'il y a un shift significatif, une transition significative du mix de vente de Total Energy qui, ensemble avec la société, accompagne la transformation des clients dans leurs solutions énergétiques. C'est aussi Total Energy en France, je m'intéresse un peu plus particulièrement à la France, et je prends quelques exemples pour vous donner une illustration. Une coentreprise avec Stellantis et Mercedes-Benz qui veut faire un leader de la production de batteries destinées aux véhicules électriques. Et enfin, Total Energy en France, c'est aussi un acteur significatif de la fourniture auprès des entreprises et des particuliers d'électricité et de gaz, bien sûr, comme vous l'avez rappelé en premier lieu, Madame la Présidente, de pétrole, d'énergie carbonée, mais aussi maintenant d'électricité et de gaz, avec donc 6 millions de clients que Total Energy a en France. Alors, j'arrive maintenant, après cette introduction relativement rapide, sur le rôle de Total Energy dans le domaine des C2E et sur vos questions. Donc effectivement, la rénovation énergétique des bâtiments joue un rôle clé dans la trajectoire de réduction des C2E, du CO2 émis par la France. Je pense que vous connaissez bien mieux que moi, et ils ont été encore très récemment réactualisés. En 1990, les bâtiments représentaient 93 millions de tonnes d'émissions de CO2, 64 millions de tonnes en 2022, 45 millions de tonnes en 2030 selon la précédente SNBC, et depuis peu, une nouvelle estimation à 30 millions de tonnes. Donc on voit bien que le bâtiment va représenter, selon nos estimations, 25% de la baisse globale sur 2022-2030 du CO2 émis par la France. Et oui, le dispositif C2E est clé dans la mise en œuvre de cette trajectoire, parce que le dispositif C2E est un dispositif de financement. Et que c'est un dispositif de financement significatif, important parce que la rénovation énergétique des bâtiments passe par 2 facteurs qui nous paraissent clés et qui sont indissociables. Le premier facteur, c'est la réalisation d'investissements, d'où la nécessité de financement, et qu'il ne faut pas cependant dissocier d'un facteur d'incitation à un comportement
du consommateur, un comportement vertueux du consommateur. C'est-à-dire qu'il faut à la fois jouer sur le paramètre de l'investissement qui permet de financer la rénovation du logement, mais il faut aussi permettre de jouer sur des incitations comportementales vis-à-vis du consommateur. Pour rentrer déjà un peu plus dans le détail de votre question, TotalEnergies, donc notre obligation cumulée entre nos activités issues de notre commercialisation de produits carburants ou pétroliers et de gaz et électricité en France représente 180 TWh par an. À notre estimation, c'est à peu près 23% de l'obligation de la nation. Et en 2023, cela représentait un effort financier d'environ 1,5 milliard d'euros. Nous avons un rôle très direct dans la mise en œuvre des chantiers C2E quand nous sommes énergéticiens. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de ces chantiers de rénovation de logements concernent des domaines d'activité qui sont nos domaines d'activité propres. Quand on change une chaudière, on est dans un domaine d'expertise de TotalEnergies. Pour faire cela, on essaie de mettre en place des mesures qui sont logiques dans leur cheminement. D'abord, on doit permettre au client de mesurer sa consommation. Et il nous paraît important que le client final ou la personne qui veut faire un changement de chaudière puisse mesurer d'abord sa consommation. Et là, je joue sur le paramètre non pas de l'investissement, mais du comportement. Donc, nous avons mis en place, à travers de nos activités Gazélec, un suivi mensuel et personnalisé de la consommation du particulier, mais aussi un comparatif pour un ménage en fonction de sa composition, du nombre de personnes, etc., par rapport à ses pairs. Ce qui donne au particulier un repère par rapport à sa consommation vis-à-vis de la moyenne de ses pairs. C'est incitatif et ça permet à ceux qui ne sont pas au même niveau que la moyenne d'essayer d'atteindre cette moyenne. Mesurer. Deuxième point, inciter. Et pour inciter, on a mis en place un bonus qui a atteint en moyenne 90 € par an par client pour tous les clients qui avaient dépassé une réduction de 5% de leur consommation sur les 4 derniers mois de l'année 2022. Il y a 1 million de clients sur les à peu près 6 millions de clients gaz et électricité en France. Il y a 1 million de clients qui ont réussi à atteindre cet objectif et qui donc ont réussi à atteindre en moyenne leur bonus de 90 €. Donc, je reviens sur les mots, mesurer, inciter. Dans le inciter, je prends un domaine complètement différent. De longue date, comme vous le savez peut-être, nous sommes engagés dans le covoiturage. Et là encore, on est dans un domaine d'expertise de TotalEnergies, puisqu'on est dans le domaine de l'énergie, de la mobilité. Et dans le covoiturage, donc, on est un partenaire de longue date de Blablacar. Le dispositif avec Blablacar est relativement simple. Tout nouveau conducteur sur la plateforme Blablacar obtient, dès son adhésion nouvelle dans la plateforme Blablacar, un bonus d'entrée dans la plateforme, une incitation. Et pour vous donner des chiffres qui vous donnent des ordres de grandeur, nous avons commencé ce dispositif depuis 2010. C'est 3 millions de nouveaux conducteurs qui ont obtenu ce bonus parce qu'ils sont devenus des nouvelles adhérents sur la plateforme. Et pour l'année 2022 elle-même seule, c'est 300 000 nouveaux conducteurs qui ont été bonifiés. Ensuite, toujours dans notre rôle direct lié à notre rôle d'énergéticien, nous aidons nos clients à aller vers une énergie moins carbonée. Et là, je vous donne des chiffres précis sur, par exemple, le changement de chaudière. Dans une année, ça c'est l'année 2022, nous avons accompagné des projets de 40 000 changements de chaudière qui principalement sont passés du fioul domestique, soit à des packs, soit à des chaudières pellet. Donc, alors, chaudière vraiment, parce que poêle, c'est encore en plus, et le poêle est un modèle d'énergie qui s'additionne. Ça, c'est notre rôle très direct dans la mise en œuvre des C2E, où on est dans un domaine de compétences qui nous est propre. Et on a un rôle plus indirect, même si nous progressions en compétences, parce qu'évidemment, on s'intéresse quand même à ce que l'on fait, qui est notre rôle relatif au fait que notre statut, c'est d'être obligé C2E, donc on est principalement financeur. Et ça, c'est notre rôle dans le domaine de l'isolation. L'isolation, comme vous le savez, n'est pas au cœur de l'expertise de TotalEnergies. Il y a des entreprises bien plus qualifiées que nous pour mettre en œuvre de l'isolation, à la fois en titre de la mise en œuvre des chantiers et puis de la fabrication des matériaux nécessaires à réaliser des chantiers d'isolation. Pour autant, donc, selon nos chiffres, on a réalisé 390 000 en 2022 opérations énergétiques en tout de rénovation. 194 000 étaient destinés à des publics précaires. Et pour vous donner notre ordre de grandeur, sur ces chiffres-là, 130 000 isolations étaient relatifs à des projets d'isolation de combles et de toitures. Et on a fait à peu près 60 000 isolations de murs. 30 000 isolations de murs et 25 000 isolations de planchers.
seulement, et j'en arrive à un point sur lequel je sais que vous avez une attention particulière, seulement 5000 rénovations globales, par rapport à un nombre de chantiers annuels qui est quand même très significatif. Et nous savons qu'il y a un objectif de 500 000, alors rénovation complète, performante, globale, performante, du gouvernement, ou des autorités, qui vise à atteindre le DPE A ou B, oui, qui n'est pas directement imbriqué d'ailleurs avec le système des C2E, pas directement, mais on voit bien qu'en termes de rénovation globale, le chiffre qu'on a réussi à atteindre, c'est 5 000. Alors, je me permets du coup de citer sur quelques points qui viennent répondre aux questions que vous nous avez posées sur comment faire pour accélérer et pour faire plus. D'abord, nous voudrions insister sur le fait que pour accélérer, il faut que le système, qui est quand même assez complexe, le système des C2E est un système complexe. Je ne dis pas qu'il est inutilement complexe. Je dis qu'il est de fait complexe. C'est-à-dire que pour les entreprises de rénovation de logements qui sont actives sur le marché, le système des C2E demande un certain travail de compréhension du système, de telle manière que l'entreprise qui le met en œuvre comprenne, un, le système des C2E en soi, et deux, la mécanique de constitution administrative des dossiers. Il est important, par le fait de cette complexité, que le système change le moins souvent possible. Et je pense qu'on ne doit pas être les premiers à vous dire cela, je suis désolé si c'est une redite, mais le système devrait gagner par sa stabilité en termes de fonctionnement des fiches elles-mêmes, et aussi sa stabilité en termes de donner des perspectives sur ses objectifs long terme. Ça ne veut pas dire que ces objectifs long terme doivent forcément être stables et ne pas changer d'une année sur l'autre, mais anticiper serait une bonne chose. Et je vais vous donner un exemple qui illustre ça, et je ne veux pas que cet exemple soit polémique, il est juste illustratif. Pour certaines fiches sur lesquelles nous sommes particulièrement actifs, elles ont parfois changé 3 fois par an. Et ça a plusieurs conséquences. D'abord, avec, comme vous pouvez l'imaginer, 1,5 milliard d'euros par an de mise en œuvre de financement de C2E, on s'est équipé d'un point de vue informatique. On ne fait pas ça à la main. C'est d'ailleurs plutôt rassurant, je pense, pour cette commission. Sauf que quand la fiche change 3 fois par an, il faut 3 ajustements de nos systèmes informatiques. Vous allez dire Total Energy peut arriver à faire ça, et c'est vrai qu'on y arrive, avec quelques efforts. Mais ça veut dire que les systèmes de nos partenaires doivent eux aussi s'adapter à tout cela. Ce n'est pas évident. Et l'autre élément de changement d'une fiche au cours d'une année, et je ne dis pas que les motivations politiques au changement de la fiche ne sont pas fondées en soi. Les fiches ne changent pas par plaisir du changement de la fiche. Elles changent pour des motivations politiques qui, bien souvent, quand on lit la raison pour laquelle la fiche change, c'est fondé, on comprend. Mais un changement trop permanent ou trop régulier entraîne une incertitude sur la compréhension de la fiche et immédiatement une augmentation de votre taux d'inconformité. Deuxième point qui nous paraît clé pour atteindre les objectifs d'accélération, c'est de dire d'emblée qu'il ne s'agit pas finalement d'un problème de goulot d'étranglement financier. Les obligés aujourd'hui qui financent le système des C2E sont des obligés qui ont suivi au cours des périodes l'évolution de l'obligation et l'ont fait d'un point de vue financier sans tirer de sonnette d'alarme majeure par rapport à cette problématique. C'est d'abord et avant tout un goulot d'étranglement terrain de mise en œuvre devant lequel nous sommes collectivement confrontés. Je ne dis pas que ce défi, du coup, nous échappe ou que nous n'en avons plus part. Nous faisons partie de la solution pour arriver à accélérer. Nous faisons partie de l'écosystème qui contribue à ce que ce soit faisable. Mais c'est d'abord et avant tout une question de mise en œuvre et de capacité à faire. Et donc, pour augmenter cette capacité, il y a 2 leviers majeurs qui nous paraissent immédiatement nécessaires et que je me permets d'exposer dès maintenant. C'est la formation. Donc, il y a un besoin significatif de formation des artisans et des professionnels à 2 titres. Un, au titre des compagnons, puisqu'ils vont avoir, selon nos estimations, un besoin de recrutement de l'ordre de 100 000 nouveaux compagnons pour arriver à accélérer. Et donc, ça veut dire 100 000 personnes à former en plus. Formation terrain, théorique et terrain. Il y a aussi besoin de formation des entreprises relatives à tout ce qui est RGE, système de qualification, etc., ce qui est tout à fait légitime.
Et donc, ce besoin de formation, plusieurs groupes de travail déjà dans le passé l'ont anticipé, l'ont envisagé, mais évidemment, il bute à des questions de capacité. Mais il est nécessaire et indispensable à nos yeux à la capacité à accélérer et à réaliser les travaux. Le deuxième univers sur lequel il faut porter notre attention pour accélérer aussi en termes de formation, c'est l'univers des bureaux de contrôle. Parce que accélérer en termes de mise en œuvre des chantiers et des réalisations de C2E, bien sûr que c'est un objectif conjoint, mais il faut absolument, pour que la chaîne qualité suive, que les bureaux de contrôle bénéficient eux aussi du recrutement nécessaire, des personnels nécessaires pour effectuer les contrôles et de la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces contrôles. Enfin, et là encore, je crains de dire des choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais on pense que c'est absolument clé. Les chantiers C2E, et notamment les chantiers de rénovation globale que collectivement nous appelons de nos voeux, enfin les pouvoirs publics, sont des chantiers complexes. Et pour un particulier, ce sont des chantiers qui sont donc difficiles à suivre. Et nous pensons, c'est déjà le cas, puisqu'il y a de plus en plus la notion d'accompagnateur qui est mise en place, mais nous pensons qu'il y a un vrai rôle à jouer et une accélération à mettre en œuvre sur le fait que des collectivités publiques locales, de tous ordres, que ce soit des mairies ou des collectivités locales ou même des organismes parapublics, puissent vraiment accompagner les particuliers dans une sorte, ce que j'appellerais, de maîtrise d'ouvrage assistée dans la réalisation de leur chantier. Donc ils ne seront pas maîtres d'œuvre, le maître d'œuvre c'est le bureau d'études ou l'organisme compétent, mais quand vous réalisez des travaux, vous êtes maître d'ouvrage et il y aurait peut-être un intérêt à ce qu'il y ait une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est indispensable, pensons-nous, pour deux raisons. C'est que, un, quand vous voulez entreprendre vos travaux au titre de la rénovation de votre logement, selon notre analyse, vous avez deux motivations principales. La première, c'est de réduire votre consommation énergétique. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, et nous avons nous-mêmes un site pour cela, vous avez des sites ou des calculatrices qui vous permettent d'anticiper ce que vos travaux vont vous permettre de gagner en termes de réduction du coût de l'énergie. Donc vous êtes incité à investir, et de même que vous êtes incité à avoir un comportement vertueux. Par contre, selon notre analyse aussi, la deuxième raison principale pour un investisseur d'investir dans une rénovation énergétique, c'est d'aller améliorer sa note DPE. Et cela, on n'est pas forcément les experts les plus qualifiés que vous avez pu avoir dans cette commission, mais cela nous paraît difficile à anticiper pour l'investisseur. C'est-à-dire, vous êtes un investisseur, vous allez jusqu'à 60 000 €, si on prend un budget moyen d'investissement pour une rénovation globale qui est quand même un montant significatif, même si vous n'avez que 30% de reste à charge, 30% de 60 000 €, ça reste un investissement significatif. Et la motivation d'anticiper votre note DPE est quand même, à nos yeux, un facteur clé dans la décision de l'investissement. Et donc peut-être qu'on gagnerait collectivement à ce que ces accompagnateurs, et je reviens sur mon dernier point, puissent être aussi là pour conseiller les gens qui entreprennent ces investissements dans à la fois l'anticipation de la réduction de consommation d'énergie, mais aussi l'anticipation de l'amélioration de leur note DPE. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai là, désolé si c'est un peu long comme introduction, évidemment, il faut renforcer la labellisation RGE. On est extrêmement favorable à ce que le RGE prenne plus de pouvoir encore qu'il n'en a aujourd'hui. Alors, selon nos estimations, je ne dis pas que nos chiffres sont absolument exacts, mais on vous donne les chiffres sur lesquels nous, on travaille et nos hypothèses. Il y a 63 000 entreprises qui sont RGE2 aujourd'hui en France, sur les 700 000, à peu près, entreprises du bâtiment. Et ces 63 000 entreprises RGE emploient environ 800 000 personnes. Donc, ensuite, il y a deux façons de s'y prendre. Et là, je suis désolé, mais nous ne sommes pas suffisamment qualifiés pour dire quelle est la meilleure voie entre les deux. C'est soit augmenter le nombre d'entreprises RGE, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité, soit aider les entreprises qui sont RGE à disposer de plus de personnel pour soutenir leur croissance. Ou les deux, probablement. Dernier point sur lequel je ne voudrais pas qu'on n'insiste pas, beaucoup d'informations sont aujourd'hui à disposition des différents acteurs du secteur, notamment les obligés, en termes de notation qualité des intervenants. Et nous pensons, d'ailleurs c'est un effort qu'on doit faire nous-mêmes sans que les pouvoirs publics nous y incitent, nous pensons qu'il y aurait une significative valeur ajoutée à ce que cette information puisse circuler de manière plus fluide. Pour vous donner des ordres de grandeur, selon nos estimations, il y a environ 100 000 contrôles qui sont réalisés chaque année par les obligés sur les chantiers qui sont faits. C'est quand même un nombre de contrôles significatif. Sauf que
Ces contrôles sont réalisés par différents obligés qui ne partagent pas l'information relative aux résultats de ces contrôles et qui ne donnent pas non plus forcément une note qualité, je dis bien qualité, je ne dis pas une note de non-conformité, je ne veux pas que ce soit punitif, mais une note qualité relative aux intervenants. Probablement que des systèmes de partage d'informations plus fluides entre les intervenants permettraient de mettre en avant la grande qualité de la majorité des intervenants qui interviennent sur ces chantiers et de donner des paramètres objectifs justement de cette grande qualité qui ne devraient donc pas pâtir, parce que ça deviendrait objectif et mesuré, des non-qualités qui existent et qui viennent ternir, comme vous le savez, l'image globale potentiellement des chantiers qui sont réalisés. Voilà. Monsieur Yost, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas à ce stade. À ce stade. Alors, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président de ces explications. Moi, je voulais peut-être revenir sur déjà un premier point. Vous avez parlé de l'imbrication des DPE et C2E. Donc, peut-être si vous pouviez préciser en tout cas qu'est-ce que vous entendez par là. C'est vrai que sur la question du DPE, on a vu la mise en place du nouveau DPE avec toutes les, on va dire les critiques, ou en tout cas les attentes qui peuvent être derrière ce DPE, mais qui est quand même la base, et puis en plus maintenant opposable, donc des politiques publiques, donc qui est quand même un outil assez central. Et donc sur cette imbrication justement des C2E, sur les orientations, en tout cas les critères d'éligibilité des C2E en fonction justement du DPE et du changement de critères, de passer de G à A pour le meilleur. Comment vous voyez ça? C'est vrai qu'on a eu pas mal dans les différentes interventions qu'on a pu avoir. Beaucoup nous disent en fait, ça serait peut-être bien de plutôt simplifier en fait et d'aller vers des systèmes de bouquets, et notamment qui permettraient d'aller plutôt tendre vers de la rénovation plus complète, et d'avoir des systèmes, en tout cas, à la fois vers un parcours de rénovation, et puis des systèmes de bouquets qui permettraient de dire, voilà, si j'isole les murs, les combles, et je sais pas, change mes menuiseries, voilà, qui peut être un premier bouquet, avoir des systèmes de bouquets comme ça qui permettraient justement, voilà, et à coller justement au C2E, savoir si c'est quelque chose auquel vous avez pu réfléchir en termes peut-être de simplification. Ensuite, pareil, entre les C2E et MaPrimeRénov', c'est vrai qu'on peut avoir des orientations, qui sont deux dispositifs pour le coup très différents, mais souvent avec des orientations aussi qui peuvent être parfois un petit peu contradictoires, entre ce qu'on peut aller chercher, je sais pas, quand il y a eu les combles à 1 euro, sur PrimeRénov', on va plutôt essayer d'aller sur de la rénovation globale. Enfin voilà, donc du coup on peut avoir comme ça des choses un peu contradictoires, et puis surtout un problème de lisibilité, puisque les personnes qui font appel ont un peu du mal à comprendre déjà que c'est deux dispositifs différents. Enfin voilà, et donc c'est ce que vous avez déjà réfléchi à comment rendre en fait plus compatible en fait ces deux aides, et peut-être plus simple leur application. Sur le RGE, bon, vous en avez parlé en fait sur la question à la fois la formation des entreprises, et puis la question plutôt justement de monter en puissance sur le RGE. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours et de questions sur le contrôle sur le chantier en fait, et de contrôle réel. Et c'est vrai que le fait que on part sur une question d'une entreprise qui est labellisée, et donc qui a fortiori fait des travaux qui sont corrects, on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas faire peut-être un peu l'inverse, je ne sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas de se dire qu'il vaut mieux avoir un contrôle sur site et un contrôle sur le chantier, quitte à permettre à des entreprises qui n'aient pas le RGE de pouvoir réaliser des travaux à condition justement qu'ils soient validés en fin de chantier. Et donc il y a pas mal d'entreprises et puis d'auditions qu'on a pu faire où on nous a évoqué la question du consuel, sur un système du consuel pour l'électricité, où en fait une entreprise d'électricité qui va intervenir sur un chantier, actuellement c'est une obligation, là le consuel, et là ce contrôle sur chantier à chaque fois, et donc se dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose similaire en tout cas qui permettrait justement d'améliorer justement cette qualité et peut-être de monter en compétence les entreprises. Donc votre avis aussi sur cet aspect-là.
Et puis peut-être pour terminer sur la question du confort d'été, puisque c'est vrai que c'est un élément aussi qui est mine de rien dans le dispositif très peu abordé. Le DPE l'aborde très peu. Les aides, en tout cas, sur même des dispositifs en fait sur le confort d'été, que ce soit des casquettes solaires, que ce soit des stores, etc., sont pas forcément pris en compte. Mais aussi sur l'intervention et l'utilisation de certains matériaux dont on sait qu'ils auront un impact sur le confort d'été. Et donc voilà, sur savoir si c'est quelque chose, une démarche en tout cas que vous intégrez dans vos réflexions. Et puis pour terminer, là je suis allé voir votre site, c'est l'énergie, je vais voir tout compris. L'énergie tout compris. Non mais c'est vrai que du coup c'est intéressant parce que c'est d'aller voir en fait tous les sites. On avait NJ juste avant vous, en fait c'est des sites qui sont faits à peu près sur le même calibrage. Et c'est vrai que quand on va sur le site, en fait la première des choses c'est en gros combien je vais avoir de primes. Enfin c'est quand même un peu ça. Et donc derrière, voilà, qu'est-ce que je peux faire et en fait qui oriente quand même plutôt sur du monogeste. Soit chaudière, soit isolation, mais qui sont quand même plutôt orientés là-dessus. En tout cas, j'ai encore vu sur aucun site en fait une réorientation justement sur, par exemple, un accompagnateur rénov pour se dire faites déjà peut-être un audit ou une étude, et ensuite vous pourrez vous lancer dans une démarche. Voilà. Et donc, du coup, ça me permet de vous poser la question, justement, de mon accompagnateur rénov, comment vous le voyez et comment vous percevez, en tout cas, la mise en place de mon accompagnateur rénov dans ce processus, en tout cas, de rénovation et d'accompagnement des personnes dans la rénovation. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, sur le premier point relatif à l'imbrication entre donc, C2E, DPE, rénovation globale. Moi, je vais essayer de donner quelques chiffres qui sont les chiffres avec lesquels on travaille. Je ne dis pas qu'ils sont forcément absolument exacts. Notre idée, c'est qu'un forfait rénovation globale, c'est à peu près 60 000 €. Et que le cumul des monogestes va vous amener à peu près 65, un peu plus. Parce qu'en fait, soit vous faites une rénovation globale, vous allez peut-être un peu économiser sur le chantier global, mais pas de manière extrêmement significative. Ensuite, notre calcul du reste à charge est de 30%, je parle des foyers précaires, 30% pour les foyers précaires. Et si on regarde quel est le reste à charge en faisant chaque geste individuellement, on arrive plutôt à quelque chose de l'ordre de 40%. Donc à peu près 10% de plus. Donc vous avez un écart de entre 6 et 10 000 € entre le fait de faire une rénovation globale et le fait de faire une rénovation par geste. C'est donc un chiffre qui est relativement significatif et qui, en toute objectivité pour un calcul économique logique, devrait inciter en soi à la réalisation de la rénovation globale. Sans être des experts du sujet, on constate chez nos clients plusieurs points de départ différents déjà. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont déjà les doubles vitrages, ils n'ont pas le reste. Enfin, je vous dis des choses que vous avez déjà entendues. Ceux pour qui finalement il faut se concentrer sur la laine de verre dans les combles parce que c'est là qu'il y a vraiment un sujet pour eux, en fonction de l'étage auquel ils habitent, etc. Donc là, je ne vous donne rien de bien significatif. Je vais revenir sur ma problématique de stabilité pour répondre à votre question. En termes de reste à charge, pour les précaires, par le passé, on a eu certains gestes qui n'avaient plus qu'un coût de 1 € de reste à charge. Collectivement, j'aurais tendance à dire, on s'est dit 1 €, c'est très bien du point de vue du financement, c'est pas aussi bien du point de vue de l'implication de la personne chez qui les travaux sont réalisés pour s'assurer du fait qu'ils soient bien faits et qu'ils soient faits même, faits et bien faits. C'est-à-dire qu'en gros, le raisonnement était de dire le 1 € risque de ne pas suffisamment impliquer la personne chez qui les travaux sont réalisés dans l'exécution parfaite des travaux qui sont réalisés chez elle. Et il vaudra donc mieux qu'il y ait un reste à charge, puisque ça permet aux gens d'être plus sensibilisés sur la qualité et la réalisation. Faut-il que ce reste à charge soit de l'ordre de 30% en partant de 1 € sur un montant global de 60 000 €? Je ne dis pas que c'est à nous forcément de fixer ces paramètres, parce que c'est vraiment des paramètres qui sont fixés plutôt du côté des autorités, mais il y a probablement une problématique d'élasticité entre le reste à charge et le nombre de travaux réalisés, forcément.
Et par conséquent, quand vous regardez par contre chaque geste individuellement, finalement le geste individuellement est moins effrayant, entre guillemets, en termes de nécessité de financement. Et même si vous avez un prêt à taux zéro, comme les précaires sont les premiers et deuxièmes déciles fiscaux et qu'on a une estimation d'un revenu de l'ordre de 10 à environ 10 000 euros par an, quand vous avez 6 000 euros de reste à charge, même avec un prêt à taux zéro, ça a quand même toujours un niveau d'investissement significatif qu'il vous reste à financer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est allez-vous trouver une entreprise capable de tout faire? Et ce que nous disent nos équipes du terrain, ceux qui sont en charge de produire les dossiers de C2E, c'est que malheureusement, le nombre d'entreprises capables de faire une rénovation globale n'est pas égal à la somme des entreprises capables de faire des monogestes. Et donc, ne serait-ce que d'un point de vue de la capacité physique à réaliser ces chantiers, on n'a pas le même point de départ de capacité. Donc, on arrive à une problématique de formation, je reviens là-dessus. La rénovation énergétique globale est un geste complexe qui nécessite de la formation. Ensuite, et là j'arrive à votre dernière question sur comment faire pour accompagner, à la fois au titre des sites qui donnent des indications aux clients sur, et vous avez dit l'énergie tout compris, effectivement, est très centrée aujourd'hui sur une calculatrice qui permet d'anticiper au particulier ce à quoi il a le droit en termes d'aide, ce qui est un peu l'objectif du site. Et comment essayer de les inciter et de les flécher, entre guillemets, vers la rénovation globale. Et je reviens sur les deux points qui me paraissent essentiels. C'est une capacité à anticiper au travers de ces sites une réduction de la consommation énergétique, et ça, on se sent capable de le faire. Par contre, ce qu'on ne se sent pas capable de faire aujourd'hui nous-mêmes dans ce type de site, c'est de renseigner sur la note DPE que ce type de travaux vous permettra d'aller chercher. Et c'est quand même un point essentiel de votre décision d'investissement. Si vous allez investir 60 000 euros sur votre logement, en moyenne, je ne dis pas que tous les logements c'est 60 000, et que même avec 30% de reste à charge, et d'ailleurs c'est quand même 60% pour les modestes, hein, c'est plus 30%, c'est 60%, c'est des montants qui sont significatifs, qui demandent, je pense, à pouvoir anticiper. Et donc, pour rentrer dans votre débat sur qu'est-ce que vous préconiseriez, je vois plus de valeur à ce que les gens puissent anticiper ce que leur décision va créer que d'avoir une forme de simplification du parcours. Je sais bien que le parcours est complexe, je sais bien qu'il y a, et je reviens sur votre question sur l'étagement entre MaPrimeRénov', les C2E, c'est pas tout à fait pareil, la définition des modestes n'est pas la même entre l'un et l'autre, les pourcentages de reste à charge ne sont pas les mêmes non plus, d'accord. Est-ce que collectivement on va arriver à aligner parfaitement tous ces systèmes, et est-ce qu'on se fixe comme objectif d'aligner tous les systèmes de financement ou d'incitation pour qu'ils soient tous les mêmes? Ça me paraît être un objectif difficile à atteindre. Par contre, je trouve qu'on devrait avoir comme objectif le fait que l'investisseur, quel qu'il soit, puisse anticiper le bienfait de son investissement pour lui-même. Et donc, à la fois les sites dont vous parlez, mais même pour nous, il est difficile dans nos propres calculatrices d'anticipation de réaliser des calculatrices d'anticipation de la note DPE, parce que c'est très complexe. Et d'où je reviens, et c'est la deuxième question que vous avez posée, monsieur le rapporteur, sur le rôle de ce qui est appelé, je ne veux pas me tromper dans les termes pour qu'on se comprenne bien, de ce qui est appelé donc les accompagnateurs. Pour nous, c'est clé. Parce que c'est complexe, il faut un accompagnateur. Parce que ce sont des chantiers... Enfin, pour tous ceux qui ont réalisé des chantiers de rénovation dans leur propre logement, vous avez bien vu, on a bien vu que ce ne sont pas des chantiers faciles. Et dernier point sur votre problématique de qualité. Alors, là, je vais laisser François vous donner quelques éléments plus détaillés, mais à l'issue de chaque chantier, nous appelons les clients. De chaque chantier, nous faisons des contre-appels téléphoniques. Et je te laisse éclairer un peu le résultat des contre-appels. Oui, alors, effectivement, on appelle tous les clients, mais on arrive à en joindre un peu plus de 50%. Et ces clients nous disent, dans la très grande majorité, qu'ils sont pleinement satisfaits de leurs travaux. On a à peu près 2% qui demandent des services après-vente. Mais les bénéficiaires n'ont pas forcément la vision technique de la conformité du chantier. D'où l'intérêt des contrôles physiques, qui sont faits aussi en nombre, sur les C2E, à peu près 100 000 au niveau de la nation, donc à peu près un quart à notre niveau. Ce qu'on peut dire, et là on va toucher un petit peu à la question
de l'articulation en fait, des différents dispositifs et des différents contrôles, c'est qu'il y a des contrôles au niveau du RGE, il y a des contrôles au niveau du dispositif MaPrimeRénovation, il y a des contrôles au niveau des C2E, et tous ces univers-là de contrôle ne se parlent pas. Voilà. Et donc, même si effectivement le contrôle est vertueux, il pourrait être fait de façon peut-être un peu plus efficiente par une meilleure fluidité entre les acteurs. Et donc, pour passer à un système type Consuel, qui serait idéal, hein, enfin, effectivement, idéalement, et on réduirait considérablement la problématique des non-conformités, à l'issue de chaque chantier, un contrôle réalisé par un technicien compétent. Sauf que, aujourd'hui, nous butons sur la capacité à trouver des bureaux de contrôle disponibles. Donc, on ne va pas buter sur un problème de process ou de vision des choses, on est aligné là-dessus. Il faut qu'on revienne sur la réalité de la capacité à faire. S'il n'y a que 100 000 contrôles par an aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est très difficile déjà pour nous aujourd'hui, en tant que producteurs de C2E, de mobiliser les bureaux de contrôle nécessaires à la réalisation des contrôles déjà qu'on doit faire, oui. Même si on essaie de faire en plus. D'où l'idée, dans un premier temps, c'est une idée, un premier pas pragmatique, qui n'est peut-être pas aussi ambitieux qu'un Consuel, mais qui a un premier pas pragmatique et un premier objectif humble, mais qui a donc peut-être plus de chances d'être atteint, qui est de travailler sur la mise en commun de ces données. Dernier point de votre question, monsieur le rapporteur, sur le confort d'été. Je me permettrai de vous demander qu'on puisse vous revenir par écrit sur le sujet. Je m'avoue, moins... Je te suis. D'accord, moins compétent sur le sujet. Désolé. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui, Laurent Burgoa. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure que vous intervenez dans l'isolation d'immeubles vétustes. Alors, moi, je vais vous poser une question annexe. Est-ce que vous êtes déjà intervenu dans des quartiers rénovation urbaine? Est-ce que vous avez des partenariats avec des structures comme l'ANRU ou l'ANA? Ça m'intéresserait, puis ça vous donnerait, j'allais dire, une image sociale d'un grand groupe français. Et je pense que ce serait une bonne image. Je n'ai rien contre Total Énergie, au contraire, je trouve que dans ma région, vous faites beaucoup de projets, notamment à d'énergie renouvelable. Un gros projet dans mon département du Gard en photovoltaïque. Je trouve que ça va dans le bon sens, ça vous donne une image positive. Mais est-ce que justement vous envisagez de tel partenariat pour vous donner une image encore plus positive que ce que vous avez? Je vais laisser François Yos répondre plus en détail. On a déjà fait des partenariats avec l'ANA dans le passé. L'ANRU et l'ANRU, mais plus particulièrement avec l'ANA pour ce qui nous concerne. Là, c'était surtout l'ANRU par rapport à la rénovation urbaine dans les quartiers. Et l'avantage de ces partenariats, mais je te laisserai aller plus loin, hein, c'est la capacité à faire à plus grande échelle. C'est-à-dire à faire des projets de réalisation plus globaux, ce qui, pour notre objectif commun d'atteinte de rénovation, a une vertu, c'est qu'effectivement, on arrive à mobiliser des chantiers significatifs, des intervenants sur lesquels, pour le coup, la mise en place des contrôles est peut-être plus aisée, et à une plus grande échelle. Je te laisse aller plus dans le détail du... Oui, enfin, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'on a beaucoup de bailleurs sociaux avec lesquels nous travaillons sur toutes les géographies de la France métropolitaine. Voilà. Et s'il devait y avoir des bailleurs sociaux qui ont envie de travailler avec nous, on sera très heureux de pouvoir les accompagner. Voilà. Mais c'est effectivement je dirais des gisements de certificats d'économie d'énergie qui nous paraissent tout à fait importants à privilégier. Et d'ailleurs, le fait qu'une partie de l'obligation soit fléchée vers les publics précaires nous invite également à aller vers ces bailleurs sociaux, ce qui nous semble tout à fait vertueux et sain. Autre point, et c'est pour confirmer notre intérêt à ces partenariats qui ont cours, hein, enfin, je veux dire, c'est des partenaires qu'on connaît très bien, c'est que souvent, dans les projets qu'on mène avec, par exemple, l'ANA, les deux volets, à la fois d'investissement, mais aussi d'incitation au comportement vertueux, sont traités. Ce qui nous paraît, de nouveau, je reprends mon point de départ, indissociable. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'une rénovation énergétique
fasse réduire la vigilance du ménage sur sa consommation. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on constate dans nos chiffres, parce qu'on n'a pas tous les... Je dis juste, il faut absolument arriver à accompagner les deux volets pour réussir. Et donc, effectivement, en général, avec l'ANA, on arrive à traiter plusieurs de ces points. Les programmes aussi jouent un rôle, d'ailleurs, là, dans ce domaine. Alors, vous avez dit combien l'accompagnement était absolument nécessaire et fondamental. Sur le dispositif Mon accompagnateur rénove, quelle est votre approche de ce dispositif? Angie, que l'on a auditionné avant vous, déplorait peut-être de ne pas avoir été suffisamment associé via une assistance à maîtrise d'ouvrage par Mon accompagnateur rénove, puisque de fait, les obligés de ces 2E en sont exclus. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous regrettez? Et quelle peut être la bonne étendue de l'accompagnement, alors d'une façon générale, et sa juste rémunération, parce qu'on a souvent eu des approches très différentes de la bonne rémunération d'un accompagnement, des chiffres qui étaient très, très éloignés les uns des autres, de 150 à 200 euros, voire à des sommes beaucoup plus importantes, et une moyenne, on nous a dit, c'est plutôt de l'ordre de 1500 à 2000 euros. De mémoire, excusez-moi si ce n'est pas tout à fait exact, il y a eu des programmes sur ce sujet. Donc, en fait, on a été quand même quelque part impliqués. Parce que s'il y a des programmes qui ont été mis en œuvre pour réaliser une forme d'accompagnement, pas forcément au travers d'un dispositif type accompagnateur rénove, il y a eu des programmes dans le passé qui visaient effectivement à aider les particuliers à avoir une meilleure assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est une façon de financer ce dispositif, premier point, puisque ça a déjà eu lieu. Bon. Au fond, le problématique du financement, elle est... Une fois de plus, ce n'est pas le goulot d'étranglement. Que nous n'y soyons pas associés directement, ça ne me paraît pas en soi un problème. Je ne veux pas me désolidariser, mais je vois même qu'il y a une certaine vertu au fait que l'accompagnateur rénove intervienne indépendamment. Et donc, il est là pour aider le ménage à prendre des décisions. Indépendance et neutralité, c'est ce qu'on a essayé. Neutre, et des décisions de deux ordres, comme je vous le disais, à mon sens, c'est des décisions relatives à l'économie d'énergie. Donc il faut bien que ce soit quelque part indépendant du vendeur d'énergie. On n'a rien contre le fait qu'effectivement ce soit indépendant. C'est pas interdit que l'accompagnateur vienne consulter les sites des vendeurs d'énergie pour se faire une idée lui-même. Mais c'est quelqu'un qui aura consulté plusieurs sites, aura constitué un savoir qui lui est propre et sera plus pertinent pour donner un conseil indépendant. Et le deuxième élément pour moi de l'accompagnateur rénove, c'est de donner une anticipation de la note DPE. Donc qu'il soit indépendant des acteurs du marché ne me choque pas. Et finalement, la problématique, ça va être de nouveau une problématique de capacité, c'est-à-dire et de faire connaître. Parce qu'il y a peut-être j'ai pas suffisamment insisté là-dessus dans les propos qu'on a produits auprès de vous, mais il y a à la fois un problème de capacité à réaliser, mais il y a aussi un problème de formation et de faire connaître. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens, finalement, qui ne savent pas ce que c'est que les C2E, même si c'est des montants considérables, comme ceux qui sont investis dans une nation en termes de C2E, et un guichet qui permet... On a vu des guides. Il y a des guides qui sont d'ailleurs très bien faits, qui sont faits. On a un guide, là, qui fait 45 pages, qui est un guide qui vous donne justement à quoi j'ai le droit en termes de prime rénov, quel est mon droit en termes de C2E, etc., etc., etc. On voit bien que la nécessité de produire des guides de 45 pages, et ce n'est pas une critique que je fais là, c'est parce que le système est complexe, je ne dis pas qu'il est inutilement complexe, il l'est, demande un accompagnement. Et donc je ne pense pas que ce soit un mauvais investissement, parce que je pense que cet investissement dans l'accompagnement augmentera l'efficacité des travaux et in fine nous fera collectivement, pas forcément réduire l'intensité d'investissement qu'on veut produire dans la rénovation énergétique, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas ça rendra les chantiers beaucoup plus efficaces, ça c'est sûr. Et je pense que les particuliers qui seront accompagnés par quelqu'un qui est indépendant dans son conseil seront rassurés, seront en confiance aussi. Seront en confiance et auront plus d'incitation à investir. Autre point tout à l'heure que je n'ai pas traité, excusez-moi si j'ai peut-être oublié un point de question de monsieur le rapporteur, et j'y pense maintenant, Madame la Présidente, si vous me permettez d'y revenir. Moi, je ne sais pas dire pourquoi c'est mieux de faire une rénovation globale tout de suite, plutôt que de laisser les gens faire des rénovations monogestes à partir du moment où elles sont bien faites. Je veux dire, bien sûr qu'une rénovation globale permet d'atteindre immédiatement
un objectif d'efficacité énergétique supérieur, c'est incontestable, mais les ménages ont des capacités de financement différentes au cours de leur vie, des capacités, des envies de réalisation des travaux différentes en fonction du caractère invasif des travaux dans leur propre logement. C'est sûr. On voit bien que les bailleurs ont des comportements assez logiques. On voit beaucoup de chantiers de rénovation globale qui sont initiés par des bailleurs, des propriétaires dont le but est de mettre en location le logement. Et je pense que ça tient au fait que, un, ils ont la capacité de financer, et deux, ils ont probablement des phases entre les locataires qui leur permettent justement de réaliser des travaux plus invasifs. Mais si vous êtes occupant de votre propre logement, pourquoi faudrait-il considérer que c'est nécessairement uniquement une rénovation globale qui est vertueuse ? Je n'ai pas la compétence personnelle, je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus, mais je ne vois pas en quoi les monogestes sont en soi pas forcément souhaitables s'ils sont bien faits. Oui, et à partir du moment où on s'inscrit dans un parcours. Et on pourrait avoir un parcours, et quelque part, et vous le disiez vous-même, monsieur le rapporteur, madame la présidente, quand même, la note DPE est un aiguillon significatif, global, aujourd'hui utilisé en France et qui paraît tout à fait pertinent. Il faut juste, je pense, que les gens puissent savoir qu'est-ce que mon investissement produit de bien au titre de ma note DPE. Monsieur Yoss ? Oui, je compléterai juste effectivement en disant dans le même sens que Guillaume, on a une grande diversité de situations individuelles de logement, de disponibilité financière pour engager des travaux. Et je pense qu'à un moment où on veut accélérer, il faut plutôt ouvrir des portes qu'enfermer. C'est-à-dire que des personnes qui sont plus à l'aise avec des rénovations par étapes, qui va commencer d'abord par l'enveloppe, puis par la chaudière, puis par autre chose, je pense qu'il faut laisser je dirais, les particuliers avoir ce choix-là. En revanche, il faut que ce choix il soit éclairé. Il faut qu'il soit éclairé par l'accompagnateur Rénov', mais il faut aussi qu'il soit éclairé par l'artisan. Et je me permettrai juste d'appuyer là-dessus. L'artisan, c'est un homme ou une femme en qui le particulier va accorder sa confiance et il va demander des conseils à son artisan sur la conduite opportune ou pas de chantier de rénovation. Et là, j'irai tous les programmes, d'ailleurs on en finance certains, qui vont permettre de former des responsables d'accompagnement à la rénovation de ces artisans me paraissent absolument fondamentales. Parce que je pense qu'une bonne rénovation passera souvent aussi par un artisan qui dispense les bons conseils eu égard à des situations individuelles bien particulières. Monsieur le rapporteur ? Non, peut-être juste une remarque par rapport à ça. Enfin, sur la formation des artisans, je pense là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, c'est vrai que si je change ma chaudière, que j'ai du coup un plombier chauffagiste qui va venir, quoi qu'il en soit, il va peut-être très bien me conseiller sur quel type de chaudière, sur quel type, enfin voilà, vers quoi aller, mais il ne me conseillera pas sur par quoi il faut que je commence, est-ce qu'il faut plutôt que je change mes menuiseries, mon isolation par l'extérieur, etc., ou mes combles, quoi. Donc il y a de toute façon besoin d'avoir cette vision globale et donc du coup ce parcours, quoi. Et donc il peut être effectivement l'accompagnateur Rénov', mais en tout cas En revanche, il pourra vous conseiller sur les dispositifs d'aide qui pourront amoindrir le reste à charge du particulier. Il y a une petite question pour revenir par rapport à ce que vous disiez au début, c'est que du coup vous êtes producteur d'énergie, enfin en premier, et donc du coup sur le mix énergétique, vous annonciez du coup de passer plutôt sur une bascule, à aller plutôt vers 50% de l'énergie renouvelable, par rapport justement à toute la réflexion qu'il peut y avoir actuellement par beaucoup justement de changement de chaudière et de changement d'équipement de chauffage. On est, après avoir été du fioul au gaz, maintenant on est plutôt sur de la pompe à chaleur et donc plutôt sur l'électricité, et avec, c'est vrai, tentation peut-être en tout cas, mais de dire qu'on peut décarboner en passant, on va dire 100% en électricité, ce qui permettrait de décarboner complètement la question du chauffage, ce qui ne résout pas tout, on le sait. Mais du coup, quelle est votre approche, vous, par rapport à ça ? Puisqu'en fait, en étant à la fois producteur d'énergie et quasi de toutes les énergies, pas toutes, mais d'une grande partie, quelle est votre approche sur justement les orientations et comment vous voyez justement enfin, voilà, les orientations qu'on peut donner sur le type d'énergie en fonction du type de bâtiment et du chauffage, quoi. Donc déjà, c'est d'accompagner justement ces orientations.
pour être tout à fait clair. On essaye de les anticiper et de les comprendre. On a vu des annonces de l'Union européenne qui annoncent 10 millions de packs d'ici 2030. On a fait quelques calculs de coin de table, je ne dis pas qu'ils sont forcément très justes, mais c'est des hypothèses de travail. La France, c'est à peu près 10% de la consommation énergétique de l'Union européenne. Donc si la France, c'est 10% des packs, ça fait 1 million de packs en France. Vous avez aujourd'hui en France, selon nos estimations, 11 millions de chaudières. Que ce soit des chaudières packs, il y en a à peu près déjà 4 à 5 millions en France. Que ce soit des chaudières fuel domestiques, il y en a 3 millions. Et donc le reste, c'est les autres énergies. En 2022, en France, il y a à peu près 650 000 packs nouvelles qui ont été vendues. Donc si vous voulez, un taux de croissance d'1 million de packs supplémentaires nous paraît presque dans le mouvement actuel. Et donc on accompagne ce mouvement. En fait, les décisions des particuliers sont vraiment basées sur ce qu'on s'est dit. C'est les particuliers qui prennent ces décisions-là, accompagnés par les chauffagistes. On accompagne. Et donc, si vous voulez, j'essaie de traduire les objectifs européens, et là encore, vous avez vu que c'était des calculs estimatifs. Hein. Je ne sais pas comment exactement cet objectif de 10 millions de l'Union européenne sera traduit dans les faits en France, mais on voit bien qu'on est sur des phénomènes qui sont presque des phénomènes connus et qui sont en place, qui permettent effectivement, et ce que je vous ai dit au départ, par exemple, nous, on a quand même réussi à changer 40 000 chaudières du fuel à la PAC et au pellet. Donc on anticipe, on accompagne, on observe le mouvement du marché. Et le mouvement du marché actuel, il est très fort, mais très fortement poussé par la décision des particuliers, au fond. Je pense que le driver majeur, enfin le driver, pardon, c'est un anglicisme, le sous-jacent majeur de la décision des particuliers pour avoir 650 000 packs de plus l'année dernière en France, c'est des décisions individuelles qu'ils ont prises par rapport à l'anticipation à eux qu'ils ont du coût de l'énergie et de l'énergie qu'ils veulent faire dont ils veulent faire le choix pour leur logement. Donc nous allons accompagner ces mouvements qui sont des mouvements de fond du marché. Il y a des ambitions politiques qui sont exprimées, qui permettent de donner une impulsion. Puis ensuite, le principal acteur du changement, c'est bien le client. Et c'est ensemble avec la société, comme on le dit dans nos propres objectifs, que nous allons réaliser la transition énergétique. Sur le choix du client, évidemment, mais c'est sûr que quand on va financer une PAC, on va orienter sur une PAC, quoi, et pas sur une chaudière gaz, ou pareil, quand on interdit la chaudière fuel, ben, c'est fini, et donc on passe sur autre chose. Donc l'orientation, elle est quand même fixée, effectivement, par des décisions politiques, mais c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure avec Engie cette discussion-là sur le fait qu'il peut y avoir aussi une réflexion aussi peut-être plus locale, en fait, et sur les types d'énergie. Par exemple, quelqu'un qui va mettre une PAC alors que juste à côté il y a un réseau de chaleur, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Quand on a un réseau de gaz et qu'on a de la méthanisation, on peut peut-être se dire qu'ici, au contraire, le gaz est peut-être intéressant plutôt que l'électricité. Enfin bon, voilà. Du coup, il y a aussi peut-être ces orientations-là. Effectivement, il y a le marché, mais il y a aussi comment on raisonne en fonction aussi de la production aussi plus locale, quoi. Non, mais je comprends tout à fait. Effectivement, et il y a des gens qui ont des contraintes. Il y aura des contraintes dans le système. Ceci étant dit, je pense que le particulier éclairé, et là pour le coup, dans la problématique de la consommation d'énergie, il y a quand même beaucoup de manières de s'éclairer pour faire une décision, prendre des décisions éclairées par lui-même au travers des anticipations qu'il veut faire, éclairé par son chauffagiste, qui lui aussi l'aide à prendre ses décisions, et effectivement, dans le cadre des contraintes qui sont définies par les pouvoirs publics, mais qui ne pourront pas résoudre, avec une loi nationale ou européenne, des problématiques de réseaux de chaleur locaux. Donc, qu'on ait des cadres globaux, j'imagine que ce n'est pas possible de faire autrement, et je pense même que c'est une bonne chose qu'il y ait une impulsion politique, et qu'ensuite les acteurs locaux, parce qu'ils ont les moyens de prendre des décisions éclairées, arrivent à adapter leurs décisions en fonction des opportunités locales, ça me paraît tout à fait souhaitable. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci.